Si vous nous regardez en ce moment, il y a donc de fortes chances pour que vous soyez humain. Et à ce titre, vous avez des droits. Qui les définit, les défend? Que se passe-t-il en cas de violation de vos droits? Pour répondre à vos questions, nous accueillons en duplex depuis Oslo Jan Egeland, directeur exécutif adjoint et responsable des opérations en Europe de Human Rights Watch. Bonjour et merci d'être avec nous dans cette édition de iTalk. Commençons sans plus attendre avec notre première question. Bonjour, moi c'est Loïc, je viens de Bruxelles, ici en Belgique, et je voudrais savoir comment est-ce que Human Rights Watch fonctionne, en quoi ça marche et qu'est-ce qu'ils font, clairement. Alors, une première question très simple. Concrètement, que fait Human Rights Watch et comment fonctionnez-vous? Human Rights Watch est une organisation internationale qui enquête sur des cas de violations et de manquements aux droits humains et de violences contre les individus. Dans un deuxième temps, nous publions les résultats de nos investigations afin que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Et enfin, nous nous battons pour que les choses changent, pour que le droit s'applique partout et que chacun voit ses droits respectés. Comment vous assurez-vous que les faits que l'on vous rapporte sont véridiques? Ils pourraient tout aussi bien être inventés. Eh bien, nous recrutons les meilleurs parmi les meilleurs. Nos experts sont des spécialistes de tel ou tel pays. Ils vont sur le terrain, ils se sont rendus en Syrie, en Russie, en Afrique du Sud, en Chine. Partout où il y a une guerre, où sévissent la répression, la discrimination et les violations des droits humains. Ils mènent des centaines d'entretiens, rédigent des rapports et chaque semaine nous publions de nouveaux documents, de nouveaux communiqués de presse que nous avons vérifiés dans les moindres détails. Et les faits que nous rendons publics sont avérés, et c'est là notre force. Les faits sont rapportés tels qu'ils se sont produits sur place. Les résultats de vos recherches sont consultables sur votre site internet. À présent, cette question tout juste posée sur le site d'Euronews. Bertrand, de Paris, souhaiterait savoir quels sont les cas de non-respect des droits de l'homme au sein même de l'Union européenne et dont les médias ne parlent pas, à moins qu'elle n'ait rien à se reprocher. Non, ce qui nous préoccupe à Human Rights Watch, c'est l'aggravation de la situation des droits humains dans plusieurs pays européens. Et cette aggravation concerne 3 domaines: la discrimination des minorités, le non-respect des droits des migrants et le fait qu'en période d'austérité, les minorités et les migrants se retrouvent dans une position encore plus vulnérable qu'à l'accoutumée. Abordons maintenant un sujet qui, j'en suis sûr, vous tient à cœur et sur lequel vous avez beaucoup travaillé, à savoir les droits des femmes. Nous avons reçu beaucoup de questions sur ce sujet, à commencer par celle-ci. Bonjour, je m'appelle Mentor Moulici, je viens de Belgique, je suis d'origine kosovare. Eh bien, j'aimerais bien poser une question à propos de tout ce qui se passe avec tous ces viols en Inde. Ce que le gouvernement indien compte faire pour éradiquer ce problème grave, et ce que nous, en tant que citoyens européens, on peut aider pour que ça cesse, cette histoire. Alors, en quoi les citoyens européens peuvent-ils aider s'agissant de la situation des femmes en Inde et notamment de la question du viol? Nous pouvons faire beaucoup. L'Europe prépare actuellement son sommet annuel avec l'Inde et les droits de l'homme sont au programme. À cette occasion, les Européens doivent faire en sorte que l'Inde veille à ce que la législation protégeant les droits des femmes soit correctement appliquée. Si l'Inde dispose de l'arsenal législatif adéquat, dans les faits, l'existence de policiers, de juges et de dirigeants corrompus empêche que les droits des femmes soient correctement défendus. On l'a constaté à nouveau après ces viols terrifiants qui se sont produits dernièrement. Certains hommes politiques et leaders religieux n'ont rien trouvé de mieux que de rejeter la faute sur les victimes. Et ceci est tout simplement intolérable.
Ces pratiques, cette culture machiste, doivent changer en Inde et partout ailleurs où les droits des femmes ne sont pas garantis. Une autre question sur ce thème, Monsieur Egeland. Bonjour, je m'appelle Sabrina, je viens de la Belgique. Alors le printemps arabe, c'est une bonne évolution pour la démocratie, mais il n'y a pas vraiment d'évolution au niveau des droits de la femme. Comment voyez-vous la situation ? Quelles sont les répercussions du printemps arabe en termes de droits des femmes dans ces pays ? En ce qui nous concerne, nous sommes extrêmement préoccupés par l'absence de droits pour les femmes en Arabie Saoudite, sachant que ce pays soutient des mouvements islamiques dans d'autres pays. Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on prête attention à vos recommandations? Dans ce pays, les femmes ne sont même pas autorisées à conduire. Comment pouvez-vous les pousser à changer? Comment pouvez-vous influer sur ce qui se passe dans ces pays? Précisément en pointant du doigt ce qui se passe dans des pays comme l'Arabie Saoudite, ainsi qu'en Égypte à présent, où la question des droits et des valeurs est plus que jamais d'actualité. Nous voulons aider ces femmes courageuses qui se battent pour leurs droits, que ce soit en Arabie Saoudite, en Égypte ou en Syrie, en proie à une terrible guerre civile. Nous devons exposer au grand jour tous les manquements. Nous devons aider ces femmes à obtenir les mêmes droits que les hommes. Ok, autre question pour vous à Oslo. Bonjour, je m'appelle Lola, je viens de Belgique. Ma question est, dans les pays en voie de développement, les femmes prennent-elles des initiatives positives pour changer leurs conditions ? Dans les pays émergents, les femmes prennent-elles des initiatives? Avez-vous des exemples de femmes qui essaient de changer les choses, qui prennent leur avenir en main? Pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets? Nous constatons que dans de plus en plus de pays, l'éducation s'ouvre aux femmes. Le nombre de fillettes et de jeunes filles scolarisées en primaire, dans le secondaire et puis qui vont à l'université n'a jamais été aussi élevé. Dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, où il était jusqu'ici inconcevable d'avoir des femmes en politique, par exemple, eh bien, la situation a changé. Cela dit, nous sommes encore loin de la parité avec les hommes. Les femmes font encore l'objet de discrimination sur le marché du travail, dans le système universitaire et dans la vie politique. Ok, nous avons reçu de très nombreuses questions, Monsieur Egeland. Vous vous intéressez de près depuis longtemps aux droits humains. Quels sont selon vous les problèmes qu'il faudra régler en priorité au cours de ce siècle? Il y en a beaucoup, sans oublier ceux que nous n'avons pas encore réussi à éradiquer définitivement, comme la torture et les exécutions sommaires. Et puis évidemment, il y a toutes les exactions commises en ce moment en Algérie, au Mali et particulièrement en Syrie. À l'avenir, la bataille pour les droits humains va également porter sur la liberté de l'information, sur Internet notamment. Internet est un excellent outil pour aider une société à s'ouvrir ou pour faire tomber une dictature. Mais Internet peut aussi se transformer en un espace de surveillance, un espace de propagation de la rumeur, de la haine. Donc oui, nous allons devoir lutter pour la liberté de l'information et pour que nos valeurs humaines, nos droits soient défendus partout à travers le monde. Jan Egeland, merci beaucoup d'avoir participé à iTalk. Pour connaître le nom de nos prochains invités, rendez-vous sur le site internet d'Euronews. Enfin, merci à toute l'équipe ici, au Parlement européen à Bruxelles, et à bientôt.